Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et sur Free, en France, Canal 426. Bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Un peu plus de 5 ans que le président malien Assimi Goïta tient les rênes de son pays. Son principal défi, sécuriser le Mali et restaurer son intégrité territoriale. Mais où en est-on 5 ans après? Comment comprendre la nuisance de ces groupes terroristes qui continuent encore d'organiser des blocus au Mali? Quel regard porter sur la gouvernance de l'homme? Saint-Malien. Avec moi pour en parler, Adaman Touré. Vous êtes le président du panel des démocrates, une plateforme d'opposants maliens. Vous dites être le premier ministre du gouvernement malien en exil, mais moi je ne vous ai pas invité en tant que premier ministre, mais en tant que malien pour parler des problèmes du Mali. Vous dites par ailleurs préconiser un fédéralisme vestibulaire pour les 19 régions de votre pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tiambel Gimbayara, infatigable et défenseur, êtes-vous du Mali, de la transition au Mali et du pouvoir malien? Du Mali. Il faut aussi le dire, du Mali, on retiendra. Et ça, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci, confrère. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Ag Ahmedou, vous êtes journaliste, un grand militant. Êtes-vous de la société civile? Vous dites préconiser la promotion des droits humains au Mali, membre du panel des démocrates, le panel dont votre compatriote Adaman Touré est le président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour parler de votre beau et grand pays, le Mali. Abdoulaye Sow. Vous êtes traducteur, écrivain, ancien, on va dire proche plutôt, de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, oui. Aujourd'hui incarcéré. Vous militiez au sein du même parti, et l'EMA, c'est son nom. Je dis militier parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont dissous dans votre pays, le Mali. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Abdoulaye Sow. Merci. Brahima Sidibé. Doctorant, et pas n'importe quel doctorant. Doctorant en analyse du discours politique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous dirais plutôt proche du pouvoir malien. Merci en tout cas. Proche du Mali. Proche du Mali, dites-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On commence par vous, monsieur Adaman Touré. D'où vous est venue l'idée de mettre en place une plateforme à l'étranger, enfin hors du Mali, et de vous proclamer Premier ministre de cette plateforme, Premier ministre du gouvernement en exil, et qui vous a exilé? Très bien. Merci pour l'invitation tout d'abord. Je ne me suis pas proclamé Premier ministre du gouvernement malien, de la transition civile du Mali en exil, TCMEG à Genève. Nous sommes dans un régime parlementaire. Dans ce régime de transition civile, il y a une assemblée citoyenne composée d'une centaine de personnes, dirigée par mon compatriote Mohamed Ag Ahmedou, d'ailleurs ici présent. Et dans ce régime parlementaire, les fonctions des présidents d'institutions sont tournantes. L'année dernière, c'était d'ailleurs Mohamed qui dirigeait le gouvernement. Et cette année, j'ai le privilège de diriger ce gouvernement élu par un parlement de Maliens issus de la société civile et d'associations et des partis politiques. Clarification. Oui. Vous m'excuserez, monsieur Adaman Touré. Un régime parlementaire suppose l'animation de la vie politique par un parlement élu par un peuple. Absolument. Ce qui n'est pas votre cas. Absolument. Donc, vous permettrez qu'on ne parle pas de votre gouvernement en exil, on va parler de vous et du Mali, et j'enchaînerai avec la question. Qu'est-ce qui vous oppose au président malien Assimi Goïta? Ce qui m'oppose à lui, c'est que lui, il est autocrate, moi pas. Je suis d'essence démocrate.
Chez nous, au Mali, il y a un terme en bambara qui se dit fadento. Fadento, c'est l'illicité, c'est procurer quelque chose de manière illicite. Le pouvoir, la femme, oui, la fortune. C'est illicite de se procurer un pouvoir, de violer collectivement tout un peuple en s'emparant. C'est ce que fait Assimi Goïta. Absolument, puisqu'il s'empare de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre liberté, notre dignité d'homme libre, celle de pouvoir décider collectivement du gouvernement qui s'exerce sur nous. Ce tyran nous a privés de ces droits qui est inaliénable. Et à ce titre, bon, on va faire attention nous avons... que nous utilisons, je vous laisse la totale responsabilité. Oui, j'en ai absolument la totale responsabilité. Des mots que vous utilisez, mais Monsieur Richard, je crois qu'on va avoir un débat civilisé. On va garder le cadre de la bienséance. Oui. Voilà. Mais cela dit, vous avez la totale responsabilité. Parce que la tyrannie, c'est un terme juridique reconnu. On n'a pas à t'écouter. Pas dans un cours de récréation pour nous empiner des mots. Et le peuple a vocation... Non, on ne va pas te laisser dire des mots. J'ai accepté d'écouter. Monsieur, s'il vous plaît. Mais je crois que je ne vais pas laisser parler n'importe comment. Et on peut pas monsieur Thiambé, vous êtes la voix du Mali ou vous êtes la voix de la gente? Gimbayara, on va laisser le collègue. On va faire l'effort d'écouter tout le monde. On va faire l'effort on va écouter tout le monde. On va pas de l'insolence. On va écouter tout le monde. De la violence verbale. Ça ne passe pas. On va écouter écouter tout le monde. Intellectuel, tu veux débattre en intellectuel. Vous voyez comment... On va écouter tout le monde. Vous voyez comment ils ne sont pas capables. On va écouter tout. Vous êtes 5 Maliens autour de cette table. Vous êtes tous Maliens. Le Malien vous appartient à vous tous. Donc chacun va avoir la liberté de dire ce qu'il pense, d'exprimer son opinion sur le Mali. Des propos mesurés. On va juste garder le cadre de la bienséance. Voilà. Donc c'est à ce titre que moi et mes camarades, nous nous sommes réunis en exil. D'accord. Alors même que cet autocrate avait dissous la vie politique. Les partis politiques, c'est vrai qu'il y a quelques mois, les partis politiques ont été dissous dans votre pays. C'est ça que vous reprochez principalement? Puisque votre gouvernement votre plateforme a été créée avant la dissolution des partis politiques. Donc ce que vous lui reprochez ne peut pas être ça. J'arrive. C'est à l'issue de la suspension des partis politiques en avril 2024 que le gouvernement a été créé en mai 2024. Voyez. D'accord. Et à l'issue d'un simulacre de dialogue mono-malien auquel des suppôts de la gente ont pris part et ont conclu à des conclusions toutes dictatoriales. Et on a compris d'où va le pays. Et à ce titre, la vie politique a repris à l'exil. Les Maliens se sont retrouvés en exil et ont formé tout d'abord un parlement le 18 mai et un gouvernement élu par ce parlement le 25 mai 2024. Alors, donc, je termine sur un point qui est très important. S'il vous plaît. La lutte pour libérer ces pays de cette tyrannie dont ils ne veulent pas, le vocabulaire, cette lutte, elle continue plus que jamais. Le gouvernement élu en exil, le gouvernement institué en exil, le Parlement institué en exil est beaucoup plus vigoureux aujourd'hui que par le passé, parce que j'anticipe déjà les calomnies des partisans de la gente qui prétendent que ce gouvernement n'existe plus. Vous savez que vous n'avez aucune base légale, donc moi, je ne vous invite pas à cette table pour parler d'un quelconque gouvernement en exil. On va rester légaliste. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pouvoir, peu importe, on va dire, comment il est arrivé au pouvoir, il n'y a qu'un seul à la légitimité, aux responsabilités, j'allais dire. Le pouvoir malien est dirigé aujourd'hui par Assimi Goïta, mais ça ne vous enlève pas le pouvoir des faits. Mais le droit est avec nous, l'article 121 de notre Constitution. Ça ne vous enlève pas le droit de le dire, vous avez raison. En attendant que mon confrère ne se calme, parce que je vois qu'il est énervé, et je vous donne la parole. Vous avez écouté votre compatriote. Oui, alors... L'accaparement de la vie politique par le président, c'est oui, ça. Alors, je suis assez consterné par ces propos tenus par M. Adaman, parce que j'ai l'impression que ce soi-disant panel des démocrates n'a des démocrates que des noms.
parce que, à ma connaissance, toutes les instances auxquelles il fait référence, c'est-à-dire l'Assemblée législative, etc., quels sont les Maliens qui ont été conviés à cela? Je pense que c'est plutôt... c'est du théâtre, vous m'excuserez du terme en fait, hein, parce que je suis actif au sein de la communauté malienne ici en France. On sait, lorsque les manifestations sont organisées par ces soi-disant panels de démocrates, on sait le nombre de personnes qui participent à ces manifestations. Ce n'est en aucun cas représentatif de la population malienne et en aucun cas représentatif de l'opinion publique malienne. Donc maintenant, lorsqu'on rentre dans le sujet, alors, la dissolution des partis politiques, je pense qu'on peut y revenir effectivement. Les partis politiques au Mali existent depuis l'ouverture démocratique à l'issue des élections pluralistes de 1992. Après Moussa Traoré. Donc, à partir de cette date, la gestion de l'État a été assurée par les formations politiques. Alors, quel est le résultat? Il faut s'interroger sur ce résultat-là. Eh bien, le résultat, il est le suivant. C'est le chaos total au niveau sécuritaire, c'est la déliquescence de l'armée, la déliquescence de l'école. Je pense que tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc, dans ce contexte-là, il est apparu plusieurs coups d'État. Nous avons assisté au coup d'État de 2012, donc par Sanogo. Et suite à cela, à travers le même discours officiel qu'on entend aujourd'hui, eh bien, et la communauté internationale a pressé le Mali d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui a abouti à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ce qu'on constate, c'est que 7 ans plus tard, on est retombé dans le même chemin. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Mali, il y a désormais une certaine opinion publique qui dit qu'il faut faire les choses différemment. Prendre le temps de refonder totalement l'État et de partir sur de nouvelles bases. Moi qui suis doctorant en analyse des discours politiques, je ne suis pas pour de prendre le pouvoir de façon illégale, absolument. Je suis totalement pour que le pouvoir revienne au peuple. Mais encore une fois, chaque pays se fonde sur son expérience politique. Nous avons connu plusieurs transitions et à chaque fois, on nous presse d'aller aux élections et on a connu la suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que quand on va au Mali et que d'ailleurs, ces soi-disant panels des démocrates, on peut faire les tests. Hein. Oui, mais bon. Ils ont le droit d'être non, mais ils ont dit des mots encore plus concernants, je pense, vis-à-vis de l'État malien. Donc, rester dans les cadres d'analyse. Oui, absolument. Ben justement, je fais de l'analyse. C'est pour ça que je dis que ça n'a de démocrates que des noms. Parce que ce n'est en aucun cas représentatif. Je sais de quoi je parle. Quand vous prenez l'afrobaromètre, qui est un instrument... L'afrobaromètre, qui est quand même un instrument de référence au Mali, l'écrasante majorité de la population malienne estime que les formations politiques n'ont aucune crédibilité aujourd'hui au Mali. Peut-être à tort ou à raison. Ah oui, moi, je ne suis pas en train de dire... Vous essayez de nuancer, absolument. Justement. Oui, je ne suis pas en train de dire... Oui, absolument. C'est aussi ça mon... Oui. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'est fait de mal est de la faute de formation politique, mais je dis simplement que dans l'opinion publique, c'est quelque chose qui est partagé et il faut en tenir compte, et surtout lorsqu'on se dit... Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre la frustration de gens? Lui, je l'ai présenté comme membre de Yelema, mais j'ai pris tout de suite la précaution de préciser que c'est dissous, ce parti politique. Mais pourquoi vous ne commencez pas par comprendre déjà la frustration qu'on peut ressentir quand son parti politique est dissous? Alors, vous savez, moi je ne suis pas qu'analyste, je suis aussi acteur de la société civile. Je participais aux multiples concertations qui ont été organisées aussi bien au Mali qu'ici au sein de la diaspora. Je portais l'idée selon laquelle il ne fallait pas dissoudre les formations politiques. Ça, je l'ai eu à dire. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne m'assois pas uniquement sur le plateau télé. D'accord. Je vais sur le terrain. Très bien. Je pense que c'est des choses qui très bien. Avant que je revienne à vous, M. Thiambel, oui, M. Sow, très rapidement. Si vous permettez, oui. Je voulais juste rebondir sur la question que vous avez posée à M. Touré. En fait, ce qui nous oppose à Assimi, tout nous oppose. Nous, on se dit démocrate. Lui, il est au nord, nous, on est au sud. Il est au ciel, nous, on est sur terre. C'est-à-dire qu'on l'invite d'ailleurs à revenir sur terre. Parce que c'est quand même un coup d'État. Alors, ensuite, il nous a imposé une dictature militaire. Ok, monsieur Sow. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a encore des intellectuels qui soutiennent la dictature. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me choque. Il n'y a aucune espèce de caractère particulier du contexte malien aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté, la démocratie, et vous avez des gens
qui soutiennent la dictature militaire. C'est quand même choquant. Alors, vous ne comprenez pas. Très bien, on va avancer. Le panel des démocrates que nous, on essaye de faire, et on est en France, il y a la liberté d'expression, et il y a la liberté, on a la chance quand même d'être protégé quand on manifeste, on est libre. On n'a même pas besoin qu'il y ait des foules, des masses. Aujourd'hui, en XXIe siècle, c'est vraiment inutile parfois. Quand on se retrouve, même si on est une dizaine, on filme tout. Et la mobilisation se fait sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, ça Très cartonne. Bien. Je retiens de vos propos, M. Sow, oui, merci. que vous ne comprenez pas qu'il y ait des intellectuels maliens qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir. Mais ça me permet de poser la question à vous, M. Amédou. Commençons par le commencement. Au départ, il y avait le Mali qui était en péril. L'existence même du Mali. On peut partir de là. Hein. Et voici un homme ou une équipe qui décide de prendre les choses en main, en patriote, selon leur thème, pour à la fois éviter la dislocation du Mali. Et quelques mois après, on a vu le drapeau malien à Kidal. Mais tout ça n'a aucun prix à vos yeux. Vous vous dites, ce pouvoir-là, pour reprendre la formule de Adama Touré, est en train de violer l'imaginaire des Maliens, est en train de violer les Maliens, il doit partir. Mais bien sûr, ce pouvoir est un pouvoir de fait. Ils sont venus en 2020 parce que Feu Ibrahim Boubacar Keïta était malade. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a le père de Mohamed Youssouf Bathily, Mohamed Ali, l'ancien ministre, qui l'a dit. Il a dit que le coup d'État du 18 août 2020 est un coup d'État téléphoné. Donc, c'est vrai, ils ont bluffé beaucoup de gens parce que c'était une jurisprudence qui était là. Il y a eu la CEDEAO qui a accompagné, qui est venue. On leur a dit d'amener quelqu'un, un civil. Assimi Goïta est parti chercher son oncle, Bandao. Il l'a mis au pouvoir. Mais à un moment donné, il a éliminé son oncle. Et puis, il s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé. C'est-à-dire, il l'a déchu. C'est ce que le président Emmanuel Macron a appelé un coup d'État dans un coup d'État. Donc, il s'est autoproclamé président. Attendez, j'arrive. Oui. Maintenant, ils ont bluffé tout le monde. C'est-à-dire, même c'est avec qui l'État malien est dans une guerre conventionnelle, c'est-à-dire les mouvements armés, ils ont accepté de donner leurs représentants. Aujourd'hui, vous avez le ministre des Maliens établi à l'extérieur qui est un cadre de la coordination des mouvements de la Zawad. Je parle sous le contrôle de Chambel, je parle sous le contrôle de l'analyste ici. Donc, moi, je n'ai pas un problème de qui dirige le Mali. Que reprochez-vous alors? Je lui reproche, moi, mon problème commence à partir avec la junte à partir d'octobre 2023. Quand ils ont rasé avec les mercenaires russes de Wagner le village de Lougui. Amelouche, le chef de village, ainsi que ses enfants, ainsi que ses voisins qui sont d'autres communautés différentes ont été froidement décapités. Non, ce que vous dites. Oui, ce que vous dites. Moi-même, j'ai mon cousin, le mari de ma petite sœur, même père, même mère, qui a été décapité par les mercenaires russes de Wagner le 16 juin 2024. Qui a fait ça? Entre Léré et Niafunké à Gassi-Diarma. Qui a fait j'accuse les mercenaires russes de Wagner. Et quelle a été la réaction du pouvoir? La réaction du pouvoir a toujours été de prendre ces personnes tuées soit par des mercenaires russes de Wagner, soit par des tirs de drone pour des victimes de terrorisme, alors que ce sont des civils sans armes. Des dates, hein? Non, s'il vous plaît. Il parle d'octobre 2023. Tantôt juin 2024. Donc. Juin 2024, je parle de mon cousin qui a été décapité le 16 juin 2024. En connaissance de cause par la même malienne. En connaissance de... Même hier, ils ont frappé un village
à Raten, où ils ont tué 2 jeunes qui sont des parents à moi. Pendant que le chef de notre tribu donnait le sabre à l'air ministre de la Réconciliation à Bamako, en soutien. Donc, voilà, ils attirent, ils exhibent nos leaders qu'ils ont en otage à Bamako pour montrer que ils masquent ce qu'ils sont en train de faire, les dérives qu'ils sont en train de faire, les tueries, soit par des drones, soit par... Vous pensez aujourd'hui que le pouvoir malien, en toute connaissance de cause, tue d'autres Maliens? Bien sûr. Bien sûr. En sachant que ce sont des Maliens. Hier, à Aratan, dans le cercle de Gargando, 2 jeunes ont été tués par des tirs de drone. Et le 24 octobre, la nuit du 24 octobre au 25 octobre, à Emimalan, à Farash, 8 personnes, dont 3 femmes et 2 fillettes, ont été tuées par un tir de drone. Tiambel, passé pour des terroristes, alors que ce ne sont pas des sérieux. Tiambel Gimbayara, c'est du sérieux. Fahad Agal Mahmoud a été tué. Fahad Agal Mahmoud a été tué. Tout le monde a reconnu qu'il a été tué. Je me permets de dire ici, en prenant la parole pour la première fois, que je ne représente pas le gouvernement du Mali. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Mali. Ce que je dis ici engage ma personne en tant que Malien. Et en cela, je défends ce pays depuis 1990 en tant que syndicaliste estudiantin qui a bravé la rue pour venir. En 2012, j'étais présent à mon initiative sur les plateaux de télé pour défendre le Mali. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, je me retrouverais face à des inconnus, à des pires inconnus, qui essayent avec la violence, avec un verbe outrancier, de marteler ce pays-là. J'aime le Mali et je respecte les Maliens. J'aime le Mali, j'aime les Mali. Tous les Mali. Et je pense que, franchement, il faut mettre de l'eau dans votre eau, s'il n'y a pas de bissap ici, et mettre bas si à Châteauroux, des inconnus qui ne peuvent même pas réunir leur famille viennent revendiquer la paternité gouvernementale d'un pays en crise. Nous sommes en guerre, c'est sérieux au Mali. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et le Mali est en guerre. On doit savoir que nous avions à nous battre pour récupérer un État, pour sauver des vies humaines. 22 millions de Maliens sont aujourd'hui unanimes. On parle d'une même voix, un peuple, un but, une foi. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux quand on parle d'un État. C'est sérieux quand on parle d'une patrie. C'est sérieux quand on parle des vies des hommes et des femmes. On ne peut pas l'instrumentaliser. Pour quelle fin? Parce que vous aviez parlé de ce ministre des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je l'ai croisé sur des plateaux ici. Il est aujourd'hui ministre. Moi, je suis toujours à ma place pour défendre le pays et défendre le Mali. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas à l'extérieur. Si vous voulez gouverner un jour le pays, si vous voulez diriger des Maliens, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas en salissant tout le Mali, en insultant le peuple. Ce n'est pas en jetant de l'anathème sur les populations maliennes que vous y arriverez. Je pense que c'est plus si on s'en tient aux faits tels qu'il l'évoque, votre compatriote Amédou, il évoque même le cas des membres proches de sa famille. Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur d'appréciation militaire qui a pu occasionner la mort de ces gens, comme ça existe dans toute guerre, ou bien est-ce que, comme il le dit, c'est délibéré? Je rappelais que nous sommes en guerre depuis 2012. Et ça, je le rappelle, la guerre a ce prix lourd de faire des dégâts collatéraux. La violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, doit être située. C'est la responsabilité de l'État malien d'arrêter cette violence-là, de punir ceux qui font objection et de condamner. Est-ce qu'ils condamnent à leur tour ces sévices que nous connaissons? Est-ce que ces mots qui viennent de ce monsieur-là, que je n'ai jamais vu, qui peut-être pour la première fois que je verrai, j'ose espérer que c'est la dernière fois que je le verrai ici, en face de moi pour parler de vous êtes tous maliens. J'ose espérer s'il est sur cette position, d'anathème, de jeter l'anathème sur le pays, de marquer le pays, d'insulter toutes les populations. J'ose espérer que c'est la dernière fois. Il a critiqué il a tout son droit, le droit de s'opposer. Oui. J'ai rencontré plus d'opposants dans ce pays-là. Et je crois qu'il faut changer de langage, de changer de triptyque et corriger. Assimi Goïta n'est pas là depuis 4 ans, depuis 5 ans, moins peut-être 4 ans. Oui. Le coup d'État a lieu en 2020. Il y a une intermède avec Bandaou. Et aucun lien de sang entre Assimi Goïta et Bandaou. Ensuite, ce changement-là, on ne fait pas le bilan d'une transition. Nous sommes en transition au Mali. Oui. Et une transition n'a pas de bilan. Et il n'y a pas d'opposition à une transition. Et une transition dure 5 ans.
Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous pourrez. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Ok. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali Adaman Touré. Le Mali est en guerre, dit votre compatriote Tiambel. Et Guim Bayara est en temps de guerre. Les situations sont exceptionnelles, dit-il. Mais ça, vous ne l'entendez pas du tout. Vous savez, c'est en temps de guerre qu'on a besoin d'un surplus de démocratie. Parce qu'en temps de guerre, il y a des activités militaires, lesquelles activités doivent être soumises à un contrôle accru parlementaire pour éviter des crimes de guerre. Il n'y a pas plus affligeant que d'être tué par l'armée de son propre pays. Et ce régime se livre à des crimes de guerre. Je suis l'un des rares politiciens maliens du sud du pays qui osent le dire. Mais délibérément? Délibérément du nettoyage ethnique au nord du pays. Ce régime a déchiré un accord de paix internationalement paraphé. Celui de 2015? Celui de 2015 pour procéder à un règlement génocidaire de ces conflits avec les minorités ethniques du pays, qui sont les Touaregs notamment. Vous pensez que délibérément, le pouvoir malien aujourd'hui veut décimer les Touaregs? J'arrive. Monsieur, oui. Vous voyez aujourd'hui, s'il vous plaît, les attaques, les bombardements récurrents des drones sur les populations Touaregs, oui, déshéritées du nord et de l'extrême nord du pays, aux abords de Tinzawaten notamment, où les Kidalois ont trouvé refuge. Dans leur dernier retranchement, on les bombarde à mort, et au détriment d'un accord de paix. Et au prétexte que ces groupes signataires seraient devenus des terroristes. À l'inverse, aujourd'hui, les vrais terroristes terrorisent l'entier du pays, assurent un blocus sur la capitale. Oui. Est-ce que vous avez entendu une seule attaque de drones sur ces terroristes-là? Non. Pourquoi? Parce que c'est proprement raciste, c'est proprement génocidaire. C'est criminel. Les crimes de guerre de ce régime est proprement raciste à plusieurs titres. Au sud du pays, où l'on peut localiser les terroristes, les groupes extrémistes, djihadistes, ceux qui organisent le blocus affiliés à Al-Qaïda, oui, eh bien, ils ont des drones. Pourquoi ils ne les bombardent pas? Parce que, en bombardant des drones sur des populations du sud, ça se verrait tout de suite au sud. Alors là, c'est comme ça que ces drones font des victimes civiles. Mais tous les jours, ces drones sont lâchés sur des bergers, sur des paysans, sur des nomades, sans aucune retenue. Sans aucune retenue.
Aujourd'hui, le pays est bloqué par des groupes extrémistes. Justement, et on n'arrive pas. Justement, M. Touré, on n'arrive pas à déceler le taux. On est dans ce contexte-là où, au moment où d'ailleurs nous faisons cette émission, les écoles sont fermées. Absolument. Au Mali. Absolument. Les universités sont. Il y a même des régions où même les centres de santé sont fermés. Absolument. Mais dans ce contexte, vous comprenez que la lutte est difficile. Quand on n'identifie pas l'ennemi, le combat est tellement compliqué, c'est tellement asymétrique que quand on n'identifie pas l'ennemi, c'est difficile. Mais là, vous pensez que les ripostes du pouvoir malien sont plutôt dirigées vers les populations touareg. C'est leur obsession. Pourquoi? Parce que c'est triste à dire. Moi, je ne suis pas touareg. Hein. Mais oui, bien sûr. Je suis des Bougouni, du sud du pays, de l'extrême sud même du pays. Mais je ne tolère pas qu'un seul Malien soit tué par sa propre armée, sous le leadership criminel de cette gente-là. Je termine sur un point, parce que je pense que la deuxième partie du débat, et justement, on évoque les questions militaires, les questions économiques notamment. Oui. On a parlé des crimes de guerre, donc il y a les crimes politiques de ces régimes, les persécutions politiques, les arrestations arbitraires, les enlèvements quotidiens. Pas plus tard que cette semaine, un certain Diallo a été enlevé parce que c'est une voix discordante contre le régime. Il a été arbitrairement enlevé. Des militaires sont arbitrairement enlevés, extrajudiciairement détenus. Ceux qui ont fomenté le coup d'État, c'est de ceux-là que vous voulez parler. Ils n'ont pas fomenté. Extrajudiciairement. Mais ils n'ont pas fomenté le coup d'État. S'il vous plaît. Je termine. Soyez bref. Je termine sur les crimes sociaux à l'égard des syndicats sudoyés, intimidés, des crimes économiques avec. On reviendra. C'est affreux ce que c'est. C'est affreux. Voilà. Non, mais c'est pas. Chacun a la liberté et le droit de ses opinions, vous voyez. Oui, mais justement, on est dans un débat, ça peut vous déplaire. Mais ça peut vous déplaire. Je pense qu'il faut distinguer ce qui relève du débat public et ce qui relève de l'affabulation. Et ce que j'entends ici, c'est totalement de l'affabulation. Je vais vous dire pourquoi. Chambel l'a dit, nous sommes en guerre. Et je vois que... vous êtes en guerre contre les populations. Contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Et qu'il ne condamne d'ailleurs pas. Ce qui est assez dommage dans ce contexte. Les terroristes, vous ne les avez pas condamnés, ça veut dire que vous êtes en acquaintance avec. Ça, c'est votre affirmation. Vous êtes très affirmatif là-dessus. Monsieur, suivez nos communiqués au lieu de nous diffamer. Et on va laisser M. Sidibé. Ce qui est assez dommage dans ce contexte, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui essaient de surfer sur ces questions ethniques pour diviser davantage. Parce que, monsieur, il a rappelé en face, il n'y a pas eu, depuis l'indépendance du Mali jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un seul gouvernement où il n'y a pas de Touaregs dans le gouvernement du Mali. À l'heure où nous parlons, nous avons de hauts cadres de Touaregs qui sont dans l'administration publique. Donc, je pense que cette idée, non, en fait, c'est vous, vous essayez de stigmatiser vous-même dans vos discours les Touaregs, alors que les Touaregs font partie. Parce que vous êtes les Mali. Les Touaregs font partie de la société malienne. Et les Touaregs, jamais une communauté ethnique, jamais une communauté. S'il vous plaît, monsieur, vous n'entendez pas du tout ce qu'ils disent? Non. Vous pensez vraiment qu'ils sont dans la fabulation? Ils sont peut-être dans l'exagération. Non, je ne crois pas une seule seconde. Comme Chambel l'a dit, nous sommes dans une guerre. Il peut y avoir des victimes collatérales, mais je ne crois pas une seule seconde que l'armée malienne va viser expressément. Il faut répondre. Expressément. Mais je suis en train de lui répondre. Il se trouve par hasard que les victimes collatérales ne sont qu'au sud, au nord. Au nord. C'est ce qu'il dit. Non, par hasard. Nous sommes qu'au nord. Absolument. On a perdu combien de militaires dans cette guerre? Bien sûr. Combien d'hommes? Combien de drones utilisés pour déceler l'auto sur Bamako? Combien de drones? Vous n'en avez plus de drones? S'il vous plaît, on laisse Sidibé finir. Je termine par là. Alors, à la question du drone, je pense qu'il faut avoir l'humilité
que toi et moi, nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas vrai. le mieux à savoir quel type d'armement il faut utiliser dans quel contexte. Moi, je suis militaire pour reconnaître que je ne pourrais pas dire pourquoi le drone est utilisé dans tel contexte, pas un autre. Si vous avez la prétention de connaître les armes plus que le militaire, alors je vous laisse la responsabilité. Il ne s'agit pas de Alors Amédou d'abord, et puis je reviens à vous. D'abord, Oui. monsieur So, je viens à vous tout à l'heure. Hein. Amédou d'abord, puisque il est autour de cette table membre de la communauté qui se pose ici comme la communauté victime. Monsieur Sidibé vient de dire quelque chose de très important. Si vous allez me dire si c'est faux ou pas, et si ce que moi-même j'ajoute, c'est faux ou pas. Tout gouvernement a contenu des Touaregs. Il y a dans l'armée malienne des Touaregs. Absolument. Il y a dans l'administration... je n'ai pas fini. Dans l'administration malienne, il y a des Touaregs. Maintenant, quelle est la proportion du phénomène que vous décrivez? Si c'est vrai, pourquoi ces Touaregs qui sont aussi bien dans l'armée, au gouvernement comme dans l'administration ne sont pas solidaires alors de vos dénonciations? Il n'y a que deux ou trois Touaregs, ils sont comptables du bout des doigts, qui sont à Bamako et qui sont acquis à la cause de la junte. Contre leur propre communauté. Contre leur propre communauté. C'est que ils le savent bien. Aujourd'hui, j'ai en face de moi un analyste, j'ai en face de moi un journaliste. Peu importe, on se connaît ou on ne se connaît pas. Bien sûr. Vous êtes malien. Nous sommes maliens, mais je reconnais que j'ai en face de moi des gens qui ne sont pas assez illuminés. Ils ne sont pas du tout assez illuminés. Alors donc, là, monsieur, donc voilà, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser passer ça. Vous allez répondre. Parce qu'ils ont la facilité de se justifier à ne pas donner. Ce qui se passe au Mali, c'est très, très sérieux. Moi, je ne suis pas, ils ne sont pas plus maliens que moi. Moi, je suis petit-fils d'un membre fondateur du Mali, un officier de la gendarmerie. Et j'ai mon cousin qui a été tué à Tarkin en 2000. J'ai mon cousin qui a été tué par les JNIM à Tarkin dans la région de Gao en février 2020. Donc, ils disent que nous ne condamnons pas le terrorisme. Le terrorisme a vaincu l'armée malienne en juin 2009, lorsque les colonels Lamana et Hamma ont été tués et que la Mauritanie est venue en 2010 faire des opérations dans le nord de la région de Tombouctou, à Hassissidi, et que l'armée malienne est restée dans une position laxiste. Et c'est de là que l'armée malienne a commencé à battre retraite et à s'affaiblir. Mais là, Assimi Goïta n'est pas responsable de ça. Aujourd'hui, tous les Maliens traînent comme eux, ils sont là, parce que moi, je porte le turban, on fait le prisme sécuritaire sur le Touareg. Donc, personne ne vous a dit ça. C'est ce que vous dites. Vous avez été très affirmatif en disant que nous n'avons pas condamné le terrorisme. Ici, autour de ce plateau, est-ce que vous le condamnez? Bon. Je vous pose une question. Est-ce que la question nous a été posée? On est d'accord. Moi, vous avez posé la question. Pour moi, c'est tellement évident qu'on n'avait pas besoin. Très bien. Sans que vous l'entendez de nous. Mais avançons, quand même objectif. Parce que il y a, oui, mais attention, monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur So, je constate que la lutte contre le terrorisme au Mali, au lieu de vous souder, a fini par vous fragmenter, par vous fracturer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne, excellente question que je vais répondre en une minute ou deux. Et vous savez pourquoi ces militaires-là ne vont jamais gagner cette guerre contre le djihadisme ou le terrorisme? Mais ce n'est pas votre souhait. Alors, attendez, je vous explique simplement pourquoi. J'explique simplement pourquoi ils ne vont jamais gagner cette guerre. Contre le terrorisme. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2025. D'accord? Non. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2025. Bamako est encerclé. D'accord? C'est faux. Bon. Ok, bon, on verra. C'est faux. D'accord. Mais quand même, pourquoi des bidons de 20 litres tout de suite, on vient de le voir. Pourquoi ils ne vont jamais gagner cette guerre contre les djihadistes? Tout simplement parce qu'ils ont assimilé toutes les populations du Nord aux terroristes. Moi, je suis Peul du centre du Mali, d'accord?
lui, il est Touareg Du nord du Mali. C'est-à-dire que depuis toutes ces années, avant même ces militaires-là, depuis Ibeka, d'accord, l'armée a stigmatisé les populations du nord. Il les tue comme des mouches régulièrement. C'est-à-dire que nous, ils ne sont pas plus maliens que nous. Bien sûr. Nous sommes des intellectuels, d'accord. Nous connaissons parfaitement le Mali. Mais quel discours? Écoutez, attendez. Nous sommes à Paris ici, on ne cherche pas des postes à Bamako. On vit très bien à Paris. Parce qu'à Paris, on est diplômé, on n'a aucun problème à Paris. Donc, on ne cherche pas des postes là-bas. Le problème avec ces militaires-là, c'est qu'ils ont assimilé nos populations. C'est pour ça que vous pensez qu'ils ne vont jamais gagner cette guerre. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes, les hommes, je dis bien les hommes, Touareg, Peul, ils ont rejoint ces groupes armés-là. La France ne les a pas aidés, la communauté internationale a fui le pays, tout simplement à cause d'un décret d'un mec qui a fait un coup d'État. Ils lisent un décret à la télévision en disant la France doit quitter, la France quitte. Les Américains ont quitté le Niger. Donc, ils ont massacré des populations. Monsieur Sow, la raison vous dites des choses très graves quand même. J'ai dit mais qui sont à votre avis, pourquoi l'armée française avait refusé que les militaires sudistes aillent à Kidal? C'est tout simplement pour pas qu'ils massacrent des populations civiles. Mais c'est connu. Ce racisme du Sud. Mais l'armée aujourd'hui à Kidal, est-ce que vous entendez parler de massacre? Massaoulé, le général qui a il a aligné des 21 à 20 km de Kidal pour bombarder Kidal. Il l'a dit, le chroniqueur qui est sur le RTM. Nous qui avons la chance. S'il vous plaît, on va laisser monsieur. Le problème de l'armée, il massacre des populations civiles. Nous qui avons la chance d'être en Occident ou bien aller sur des plateaux, on en parle. Mais personne ne nous écoute. Vous croyez que ça nous fait plaisir ils ont massacré un J'ai même vu des officiers Touareg. Oui, mais dans toutes les guerres, il y a des collabos. D'accord, ils sont des collaborateurs. En 1945, il y avait... Ah, mais pourquoi, malgré tout ce qui se passe, pourquoi aucun Touareg n'ose critiquer ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est la question que je pose. Aujourd'hui, nous traversons la pire des situations. Ils ont besoin... Alors, Etienne Bellegui, vous êtes journaliste. Pour qu'il aille jusqu'à dire ces choses-là dans une émission, moi, je suis interloqué. Oui. Au point de souhaiter que le pouvoir ne gagne jamais cette guerre. Enfin, pas qu'il le souhaite, mais il fait une déduction. 90% des Maliens veulent que ces militaires tombent. C'est tout. Quelles sont vos sources? C'est tout. Mais il n'y a pas de statistiques. Y a-t-il tous les Maliens sont fatigués de ces militaires. Vous êtes journaliste. C'est tout. Vous êtes journaliste. Je l'ai dit, directeur de publication de La Voix du Mali. Y a-t-il un problème Touareg au Mali? Non, je crois qu'il faut être assez explicite sur cette question. Oui, je suis interloqué, subjugué et je suis plus qu'étonné d'entendre des propos diffamatoires sur notre armée nationale, l'armée républicaine, l'armée du Mali, l'armée d'un peuple, d'un but, d'une foi. Le Mali vient de loin. Le Mali est une vieille nation avec des civilisations ancrées. Le Mali a connu des difficultés, des crises et a fait face à son destin. Ce n'est pas un mot, une rhétorique que je... La violence est condamnable à tout égard. Mais ces hommes et ces femmes ne doivent pas se rabaisser jusqu'à ce niveau, vouloir du mal pour son pays. Nous avons connu ces officiers qui sont aujourd'hui au pouvoir au Mali. Des officiers qui se sont battus, qui ont été même faits prisonniers dans ce pays-là, et qui sont revenus et qui veulent libérer ce pays. Nous avons une triptitude dans ce pays. La triptitude du Mali dit quoi? À chaque fois qu'il y a des coups d'État, c'est la souveraineté de ce pays-là. Il faut laisser au Mali le libre choix de ses partenaires. Il faut aussi prendre en compte le respect des Maliens. Et depuis, on a une montée en puissance de l'armée, la libération de Kidal. On a des actions de paix qui rassemblent le peuple malien. Nous sommes en difficulté et ce pays se bat. Il se battra et c'est pas par le fait de deux hommes qui ne sont pas d'accord, qui sont en majorité, qui sont en minorité, qui ne peuvent pas se réclamer de cette nation qui insulte, qui injurie son pays. Mais pourquoi, j'ai honte pour vous.
J'ai honte pour vous. Je ne souhaite pas. Régime que vous souhaitez, Je ne souhaite pas que. C'est pas le régime de Mali. Le Mali d'abord. Non, le Mali, ils ne sont pas les Mali. Dans notre hymne national, il est dit quelque part dans notre hymne national, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts. L'hymne ne date pas de ce régime. L'hymne date de 60 C'est désolant. J'ai posé la question, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'on peut, de façon sereine et à tête reposée, aborder la question si nous avons, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, un problème Touareg au Mali? Non. Non, jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème Touareg au Mali. Il n'y a pas de problème. Mohamed Agamani a été Premier ministre dans ce pays. Voilà. Il y a plusieurs Touaregs qui sont dans le gouvernement. Gamou dirige la ville de Kidal. Et vous en comptez des Touaregs. Il n'y a jamais eu de question Touareg, ni de question Peul, ni aucune question ethniciste au Mali. Donc on ne peut pas résumer les préoccupations, la problématique. Ils ne me laissent pas parler, alors qu'en réalité, je vous ai écouté. Je vous ai écouté dire des propos diffamatoires. Je vous ai écouté avancer sur un terrain d'injure de votre pays. Et j'ai honte pour vous. Et j'ose imaginer que vous allez regarder le peuple en face répéter ces propos-là. Vous qui tuez le peuple, est-ce que vous pouvez regarder le peuple? Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants et que les esprits se calment. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Mali. La bonne nouvelle dans cette émission et autour de cette table, c'est que j'ai M. Adama Touré qui est du Sud, M. Abdoulaye Sow qui est du Centre et M. Ag Ahmedou qui est du Nord. Et du Mali. Oui. Mais c'est déjà bien que Maliens du Sud, Maliens du Centre et Maliens du Nord défendent la même cause. Et vous qui êtes aussi Maliens, vous êtes en face d'eux. La seule chose qui vous reste, c'est la jonction entre les deux groupes pour que le Mali soit uni. Une petite question politique avant d'entrer dans la dimension, d'aborder l'aspect économique de notre émission. Adama Touré, vous nous dites, les officiers qui ont été arrêtés pour coup d'État sont victimes d'un complot, qui n'a jamais eu tentative de coup d'État. Donc, le Français, membre de la DGSE supposé, qui a été arrêté, lui aussi, il n'a absolument rien à voir avec un quelconque coup d'État dont les officiers maliens qui ont été arrêtés seraient coupables. Merci. Les officiers, les généraux maliens arrêtés, oui. Nema Segara, Abbas Dambélé, sont l'incarnation même de l'honneur militaire. C'est l'emblème même d'une armée légaliste.
qui a fait honneur au pays. En 2012, à Kona, c'est vrai. Abbas s'est illustré avec ses hommes pour faire échec à l'avancée djihadiste. Vers Bamako. Vers Bamako. C'est vrai. Les colonels arrêtent les colonels. Le pays est à l'envers. Les valeurs sont inversées. Les félons, les putschistes, ceux qui font déshonneur à l'armée et à l'État, qui commettent des crimes constitutionnels, constitutionnellement imprescriptibles, c'est eux qui arrêtent les colonels les plus honorables de notre armée. Oui, mais comment savez-vous depuis Genève, qu'ils n'ont rien à se reprocher? Merci, monsieur. Ce régime est paranoïaque. Il y a une évaluation qui quantifie à plusieurs centaines de personnes emprisonnées, dont beaucoup de personnes enlevées, sans nouvelles, de par la paranoïa de ce régime. Et cette paranoïa du régime, les premières victimes en sont les militaires eux-mêmes. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question pour vous dire Il n'y a pas de preuve. Que ces personnes-là, vous savez qu'en droit, la charge de la preuve incombe à l'accusation. Incombe à l'accusation. Je suis totalement d'accord. Oui, mais les milliards trouvés dans la maison de l'officier français. Monsieur. Oui. L'officier français. Oui, il faisait quoi avec... C'était un agent consulaire. Oui. OK. Oui. Moi, j'en sais rien. Membre de la DGSE. Moi, je vous pose juste la question. J'en sais rien. Je vous explique. Oui. Je vous explique. D'abord, demandez seulement à la gente de faire un procès public télévisé comme le demandent les accusés. Les enquêtes sont à court, il faut suivre les enquêtes. Un procès public télévisé en mondiovision. C'est ce que demandent les accusés. Parce que c'est des personnes persécutées. Et ces personnes font honneur à notre armée. Et nous les soutenons à cet égard. C'est par rapport à la question. Permettez-moi, si vous permettez, allez-y. De répondre à mon compatriote par rapport au panel des démocrates qui a ces manifestations, ces événements, ce week-end. C'est pourquoi je suis à Paris. D'ailleurs, le 8 novembre, nous avons une gigantesque manifestation à la place de la Bastille. Contre quoi? Contre qui? Pour l'unité nationale, tout d'abord. D'accord, du Mali. Laquelle unité est piétinée par ce régime. Pour la libération des détenus politiques qui sont au nombre de plusieurs centaines. C'est interdit à Bamako. Ils peuvent manifester. Est-ce qu'ils sont là-bas d'ailleurs? Le 8 novembre, les Maliens sont invités, les Africains sont invités pour l'unité à manifester. C'est un droit constitutionnel. Permettez-moi de terminer ce point. Et c'est un droit constitutionnel que nous allons exercer, que nous n'avons pas le droit d'exercer dans notre pays. Le lendemain 9 novembre, nous avons une conférence débat sur comment réinventer la démocratie au Mali. Nous sommes d'accord de faire le procès de la démocratie dans notre pays. Très bien. Mais nous ne cautionnerons jamais un régime totalitaire et tyrannique. Très bien. Et la démocratie dont vous avez parlé au début, la démocratie vestibulaire et la démocratie parlementaire, le fédéralisme coutumier, sont justement des solutions qui sont sorties des réflexions du panel des démocrates et de mes camarades du gouvernement. Il faut déconcentrer le pouvoir de Bamako. Absolument. Et le distribuer aux 19 régions. Absolument. Avec des gouverneurs de région ou comment vous imaginez? Les gouverneurs, c'est des reliques de la colonisation. OK. Plus de gouverneurs, on a des chefs coutumiers qui feront office de gouverneur. On aura un exécutif élu collégial et un législatif élu collégial. C'est bien sûr. C'est une idée. Je termine pour dire une chose. Oui, quelques secondes. Nous n'exerçons pas, notre gouvernement n'exerce pas un pouvoir coercitif sur les Maliens de manière autocratique. Mais nous faisons des réflexions pour ce qui sera le Mali de demain. Merci. Merci, M. Touré. Très rapide. Oui, moi je voudrais répondre d'abord par rapport à la tentative de coup d'État. Alors, je constate quand même une certaine incohérence
autant dans l'attitude que dans les discours de ceux qui sont contre la transition. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'éloge de Abbas Dambélé, mais je voudrais quand même rappeler que naguère, donc il y a peu de temps, il était gouverneur de la région de Mopti. Et pendant ce temps, ces mêmes personnes tenaient le même discours hostile envers les autorités maliennes, dont Abbas Dambélé faisait partie. À l'époque, il n'était pas vu sous tous les éloges qu'on veuille le faire aujourd'hui. Moi, je reconnais effectivement qu'il a été un militaire brave sur le théâtre d'opération, mais je constate qu'à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, eh bien, ceux qui sont contre la transition et contre le Mali d'ailleurs, parce que moi je trouve que soutenir ou souhaiter l'effondrement de l'État du Mali, c'est aller au-delà de son statut d'opposant politique, c'est vraiment être l'ennemi de la nation finalement. On peut être non, contre parce qu'en fait, il y a la lutte. Le pouvoir de transition, non, mais c'est pas le pouvoir de transition. Aujourd'hui, quand vous entendez tout au long de l'émission, il y en a qui veulent l'effondrement de l'État, parce que quand on souhaite que l'armée malienne ne réussisse pas face aux terroristes, je pense qu'on va au-delà de ça. Je reviens à cela. Je continue. On était tous là, on est tous. Et les 70 millions de dollars qui ont été donnés. Vous savez, je suis analyste des discours politiques. Je suis analyste des discours politiques. Il présuppose cela. Après la libération des otages, vous voulez dire. Maintenant, je poursuis. Je termine là-dessus. Par rapport au panel des démocrates, soyons sérieux. Il a évoqué la question. Non, mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, par rapport à la tentative de coup d'État, eh bien, les enquêtes sont en cours. Il revient à la justice de trancher, mais ne soyons pas opportunistes. On avance. Une autre question importante. Simplement, sur les militaires qui ont été arrêtés récemment, je voulais répondre à M. Touré. Je n'ai aucun empathie pour Nema Sagara ou... au moins, c'est cohérent. Ou comment il s'appelle, Dambélé. Et sur ça, je suis d'accord avec vous, Brahima. Tout simplement, en fait, c'est les mêmes criminels qui étaient sur le front récemment, et qu'ils ont arrêtés, ils ont mis en prison. Bon, je rappelle simplement que les militaires de Ibrahim Boubacar Keïta, il y en a des milliers encore qui sont enfermés. Comment? Les militaires qui étaient avec Ibrahim Boubacar Keïta, il y en a des milliers qui sont encore enfermés à Bamako. Lui, il les a vus. Non. Pour avoir fait quoi? Parce qu'ils étaient avec l'ancien régime d'Ibrahim. Rien que ça. Rien que ça. Personne. Alors ensuite, sur l'agent français qui a été arrêté récemment, bon, ça aussi, c'est une mise en scène. Bien sûr, parce que cet agent-là, en fait, a été accrédité. C'est comme le téléphone rouge entre les pays, et puis ils le prennent, ils le mettent en prison pour nourrir leur propagande. On avance très bien. Et Tiambel Gimbayara et M. Amidou évoquaient justement, et ça nous permet d'aborder la question de l'influence de ces groupes terroristes qui sont en train de fragiliser l'économie de votre pays. Nous sommes en train de faire cette émission au moment où les écoles sont fermées, tout est fermé, le blocus, ça a duré des jours sur le carburant avant que, heureusement, une solution ponctuelle ou conjoncturelle n'ait été trouvée. Et il évoque là un aspect important. Je lui laisse la responsabilité de ça. De 70 millions 50 millions d'euros, on va dire. 50 millions de dollars et 20 millions autres. Qui auraient été payés donc, au GENIM pour la libération des otages orientaux. C'est fake news. C'est fake news. Monsieur Richard, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Oui, bien sûr. Il faut vraiment, quand on parle du Mali, c'est pourquoi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le Mali n'a jamais sorti de vraies informations. Des hommes et des femmes qui prennent leur pays pour que du moins que rien. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation de guerre géostratégique et géopolitique. Bien sûr. Et quand on voit une citerne prendre feu et que ça soit amplifié sur les réseaux, nous sommes d'abord dans un pays continental qui n'a pas d'accès vers la mer, qui est obligé de se ravitailler à travers deux ports, le port de Bamako, le port de Dakar et le port d'Abidjan, et d'autres ports évidemment de la sous-région qui nous servent pour ravitailler ce pays-là. Ce n'est pas en instrumentalisant ce problème-là, en jouant à la géopolitique. Le Mali a connu l'opération Serval, on a connu Barkhane, on a connu Takuba. Pour autant, les Maliens continuent
intervenu dans cette guerre-là. La communauté internationale entière est intervenue au Mali. Ça ne nous a pas aidé à nous libérer. Maintenant que le Mali a fait le choix stratégique d'orienter sa défense sur ses propres fils, ensuite de s'allier au Burkina Faso, au Niger, d'inscrire son destin dans le cadre d'une alliance des États du Sahel pour se battre par ses propres moyens, pour se battre par ses fils, pour se battre par cette armée qui a libéré Kidal, qui a restauré l'intégrité du Mali, qui est en train de travailler avec des difficultés, avec des erreurs, avec des fautes, avec sûrement des insuffisances, avec une pression de l'opinion publique malienne qui est insatiable, qui est jeune, qui sort dans les rues, qui revendique plus, qui réclame plus. Ce n'est plus possible, c'est un rêve. Alors, vous venez d'évoquer un aspect mais important, clarifions les choses. Vous dites que le Mali a décidé de recentrer sa défense sur ses propres fils. Est-ce que ça veut dire qu'on évolue vers l'approche qui va consister à dialoguer avec tout le monde, y compris ceux qui hier ont pris les armes contre le Mali? Oui, on a connu des moments de dialogue. On a connu les ANR, on a connu les dialogues nationaux, on a connu d'autres et d'autres. Il y a même l'accord de paix qui est confronté à son impossibilité d'être appliqué sur le terrain. Mais c'est sûr et certain que les Maliens, tant que c'est le Mali qui est dans notre cœur et qui est dans notre âme, les Maliens se retrouveront. Les Maliens, je dis blé, mais pas les ennemis du Mali. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont tué les Maliens. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont du sang, qu'ils soient militaires ou civils, ils répondront de leurs actes. Tous ceux qui sont en train de jeter en pâture leur pays doivent répondre devant la conscience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que je ne suis pas fier de jeter mon pays en pâture, de livrer aux chiens son honneur et sa dignité. Même si je ne suis pas d'accord avec ces responsables, je ne devrais pas être d'accord. Ça, c'est des divergences politiques. Quand l'essentiel est en jeu, quand la patrie est en jeu, quand l'honneur est en jeu, quand le drapeau est en jeu, il faut être responsable. Il faut mesurer à la hauteur de l'engagement du pays. C'est pourquoi je n'arrive pas à me contenir. Parce que je n'osais pas rencontrer encore en 2025 des hommes et des femmes. J'ai discuté avec Moussa Sarré. Il est aujourd'hui ministre dans le gouvernement, ministre des Maliens de l'extérieur. Voilà. Il a soutenu l'indépendance sur un plateau de télé ici à Paris. C'était pour être un ministre. Peut-être lui demain, il va être député dans sa zone, il va être maire chez lui. Mais moi, je reste là encore. Je resterai là à défendre le Mali, à défendre l'honneur et la dignité du Mali, à défendre le pays. Vous représentez le Mali. Vous représentez tendre la main à un Touareg qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. À tendre la main au peuple qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. Je l'invite à aller à Bougouni. Il y a l'ouverture de la deuxième mine de lithium. S'il n'a pas de travail, il peut servir son pays. Être modeste. Lui, aller au centre. Lui, il prétend ne pas nous connaître. Nous, on le connaît, mais on connaît ça. Il est journaliste, mais il a une fonction. Quelle fonction a-t-il? Il l'a. C'est à lui de vous le dire. Excusez-moi. Oui, monsieur Sow. Bon, si la fonction, c'est au service du Mali, pourquoi pas? Moi je suis... Tout le monde prétend... C'est pas tout le monde qui prétend être en train de servir le Mali, sert le Mali. Hein. Moi, je suis... Et j'ai dit la même chose. Et ça n'a pas j'ai dit la même chose. Moi, j'ai commencé en 90, quand j'étais jeune étudiant et syndicaliste. S'il vous plaît. Vous étiez encore jeune. Moi, très jeune, mon cher. J'ai été traqué malgré que mon père a servi le Mali 34 Alors, on va avancer. Dans la gendarmerie nationale. On va avancer. On a été traqué. Alors, monsieur Amedou, j'ai perdu 4 années de mon existence. On va avancer à l'école. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je ne suis... Très bien. Très bien. Mohamed Agamedou, merci. Et avançons. Oui, bien sûr. Mais qui sont ces gens qui organisent encore aujourd'hui des blocus au point de paralyser? Alors, ce sont des gens dont on a tué les familles et qu'on a parlé, tout le monde nie, d'accord? Ce sont des Peuls, ce sont des Bambara, d'accord? Ce sont des Sonrai, ce sont des Hassania, ce sont des Touaregs. Oui, bien des sûr. morts. Je suis choqué que vous ne connaissez pas bien le Mali. Donc, il n'y a pas que le PD de Touaregs qui sont visés. Alors, ces gens-là, moi, je l'assume. C'est des terroristes. C'est des Peuls. Ce ne sont pas des terroristes. Ah, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des Peuls révolutionnaires qui vont chasser les militaires du pouvoir. C'est tout simplement. Parce que on a massacré leur famille. Et quand la guerre, quand les djihadistes sont venus... S'il vous plaît. Quand les djihadistes sont venus au nord du Mali en 2010-2011, ils étaient quelques dizaines. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils sont des milliers? Attends, vous dites que ces gens-là qui organisent le blocus, ce ne sont pas des terroristes. Vous dites que ce sont des révolutionnaires. Ce sont des révolutionnaires Peuls et Touaregs, d'accord, dont on a massacré la famille, que la communauté internationale a complètement
négligés, ignorés à la télévision nationale à Bamako, ou bien des défenseurs des dictatures militaires comme eux vont chanter à la télévision nationale que tous les peuples, ce sont des terroristes. Après, à la télévision nationale? Bien sûr. Après, ils vont dire... Jamais. Bon, alors, allez, très rapidement, Touré et Adama Touré. C'est extrêmement important. Je me désolidarise, s'il vous plaît, complètement ces discours de mon compatriote, puisque je condamne, mais absolument... La violence, d'où qu'elle vienne. D'où qu'elle vienne. Les crimes de guerre, que ça vient de l'armée sous le commandement de la junte, que ça vient des groupes extrémistes djihadistes, je les condamne. Et terroristes. Et je ne peux pas cautionner... Vous nous expliquerez tout à l'heure. Je ne cautionne pas, absolument pas. Ok, allez-y, finissez. Sans faire abstraction des crimes de guerre subis par les minorités ethniques dont on a parlé. Je ne peux pas cautionner que l'on puisse qualifier ces insurgés extrémistes des révolutionnaires et qu'on puisse qu'on puisse qualifier leur barbarie des luttes révolutionnaires et salvateurs. C'est vraiment... Je m'en désolidarise. Vous aurez le dernier mot. Il finit d'abord et puis vous aurez le dernier. Un instant aussi, par rapport à Abbas Dambélé, il a parlé d'Abbas Dambélé, M. Sow, pas d'accord. S'il vous plaît, avant de venir. Nema Segara. Oui. Les officiers qui ont été inculpés dans le cadre de l'enquête. Ils seraient des criminels de guerre. Je n'en ai pas connaissance. Ok, très bien. Il a l'entière responsabilité de ses propos. Dont je me désolidarise également. C'est déjà merci pour cette clarification. Très rapidement. Alors, moi, je crois que les Maliens nous regardent et tous ceux qui suivent cette émission auront vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le débat, il y a des dissensions qui naissent entre ceux qui sont contre le Mali, parce que je dis bien contre le Mali au-delà des autorités, parce que... Ça, c'est votre jugement, c'est votre appréciation. J'en prends l'entière responsabilité. Le Mali, c'est tout le monde ici. Ça se voit dans les différentes prises de position, qu'au final, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, ils ne sont pas d'accord sur tout. Cela veut dire une seule chose. Ça va de soi. C'est qu'effectivement, c'est normal. Aujourd'hui au Mali, c'est la survie de notre pays qui est en question. Et je pense que dans ces conditions sérieuses, il n'est pas question de jouer avec les mots, encore moins d'encourager le mal. Parce que quand j'entends en face de moi que ceux qui brûlent les citernes donc, de carburant, sont des révolutionnaires. Qui sont des révolutionnaires qui veulent renverser les pouvoirs. Non, mais ce n'est pas ce qu'il ce n'est pas que ce qu'il a dit. Il a dit c'est ceux dont on a tué des familles. Attendez, il a dit c'est ceux dont on a tué des familles. Quand le djihadisme a commencé au Mali, bon, laissez-le finir. Il n'était pas nombreux. Laissez-moi terminer. Je conclue mes propos là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps, mes chers frères, de revenir à la raison et de soutenir notre nation. Parce que ce que vous oubliez, si le Mali n'existe pas demain, vous qui prétendez le diriger demain, quel pays allez-vous diriger? Merci, c'est très clair. On ne prétend pas diriger le Mali, on s'en fiche complètement. On parle des massacres sur les populations civiles. Peut-être que vous cherchez le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci, M. Abdoulaye Sow. En fait, c'est ça la différence. Merci, M. Abdoulaye Sow. J'aimerais simplement dire très rapidement, j'assume tout ce que je dis. Très bien. Et même si... Moi, c'est courageux. Mais attendez. Très bien, mais c'est ce que je dis, il n'y a que vous qui le niez. Ceux qui vivent la réalité sur place ne le disent pas. Merci, M. Abdoulaye Sow. Merci, allez-y. Bien sûr. Ils nous font croire que c'est eux qui partent sur les terrains, c'est eux qui sont sur les terrains. Le Mali est notre destin commun, mon cher. Mais vous ne pouvez pas assumer. Le Mali est notre destin commun. Même dans ton village, dis-le-moi, et je peux te les guider. Moi, une fois, j'étais assis. Tu ne connais pas mon village, monsieur. Laisse-moi terminer. J'étais à Ségou, j'étais en train de conduire un ami à moi qui me disait on va faire de toi le gouverneur de Ségou. Je lui dis non, c'est la méritocratie qui va faire de moi le gouverneur de Ségou. C'est ça. Je suis malien autant que toi. Bien sûr. Et il y a des Maliens d'ici qui peuvent aussi me guider à Tombouctou. Donc, voilà. Merci. C'est que l'analyse sur la question terroriste, c'est que le terrorisme est condamnable à tout égard. C'est que oui, il est l'ennemi du Mali. Oui, il est, nous le combattrons. Le Mali vivra. Le Mali survivra.
les ennemis du Mali mourront. Merci. C'est qu'on n'a jamais étudié la question ethno-géographique du terrorisme. Le terrorisme, c'est un phénomène nouveau, se transforme en une tache d'huile. Très bien, mais écoutez, tous les Maliens et Ouest-Africains, aujourd'hui, c'est pas pour rien que le nouveau président du Ghana, on n'est pas d'accord là-dessus, parce que nous, c'est le Mali qu'on défend. Tour à tour dans l'AES, après il est venu en Algérie. C'est parce que le terrorisme n'a pas d'ethnie. Oui, merci. Alors, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Le Mali vous attend. Vous avez le droit d'avoir vos dissensions. Le Mali, c'est votre destin. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous êtes amené à vous entendre et à construire un Mali uni, à léguer à vos enfants, parce qu'ils vous jugeront sévèrement sur vos incapacités à leur léguer un Mali uni si jamais vous ne réussissez pas. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre encore une fois. Restez fidèles à nos programmes. Nous sommes désormais sur le bouquet Canal+, Afrique 573 et en France sur Free Canal 426. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.